À Virage cette semaine, on fait l'essai de la Ford Mustang. En chronique, on se déplace chez Desharnais Pneus Mécaniques. On va aussi s'entretenir avec les gens de Automode où on va parler attache remorque, support à vélo. Et on se déplace aussi chez Silverwax pour parler avec Richard Pelchat d'entretien de votre voiture, bien sûr. Aussi, on va répondre à vos questions. Beaucoup de nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Tout ça à Virage dans un instant. Alors, pour parler de tous ces bons sujets, j'ai avec moi Jacques. Bienvenue, Marc Bouchard. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Ça va bien? Oui, merci. Bien, toi, ça va bien, Jacques, parce que je tiens à te souhaiter bonne fête. Oui, Au moment d'enregistrer l'émission, c'est ta fête. Alors, bonne fête, Jacques. Merci. Évidemment, tu vas être avec nous encore plusieurs années, parce que tu recommences le compte en descendant. Là, je recule. OK. Je recule. On va mettre ça en renvers. Bonne fête et merci d'être toujours avec nous autres. C'est très apprécié, Jacques. Merci. C'est un beau cadeau que vous me faites. Puis en même temps, je me sens bien de pouvoir fêter. Les gens ne le savent peut-être pas, mais on a 86 ans. C'est pas... Il faut le faire. Il faut y arriver, puis ça n'a pas toujours été facile. T'es encore jeune. Mais ici, c'est agréable. Merci d'être là, Jacques. Alors, Marc, c'est pas ta fête. Non. Mais quand ça sera ta fête, on le soulignera. C'est pas la mienne, mais c'est celle de la Mustang, par exemple. Bien voilà, d'une fête à l'autre. Oui, parce qu'effectivement, la raison pour laquelle on a la Mustang en studio cette semaine, c'est que le 17 avril dernier, la Mustang a fêté son 60e anniversaire de production continue. Bon, il y a eu des réussites, il y a eu des moins réussites. Hein? On ne s'éternisera pas sur la Mustang 2, la Mach 2, hein? Qui était pas nécessairement le meilleur coup de Ford. Mais ceci étant dit, cette année, bien, vous le savez, au cours des derniers jours, on a battu un record du monde entre Trois-Rivières et le centre Vidéotron, là, à peu près 2000 Mustangs qui se sont... Donc, c'était ça l'idée, c'est de souligner ça. Ça a été souligné partout au monde. Évidemment, on ne pouvait pas faire autrement que d'avoir une Mustang, nous aussi. On a été raisonnable. On a pris la Mustang, je dirais, la plus petite de la gamme. C'est quand même une version de 2024 avec les changements qu'on lui connaît. Quelques changements esthétiques, notamment au niveau de la partie arrière. La calandre, c'est surtout à l'intérieur, hein, nouveau tableau de bord, nouvelle planche de bord, beaucoup plus moderne. On dit que c'est inspiré des avions de chasse, mais il me semble que tout le monde dit ça à un moment donné. Donc, on a de grands écrans. Si vous n'aimez pas ça, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer l'affichage pour différents modes, incluant, dans certains cas, l'affichage des anciennes Fox Body, là, les vieilles Mustangs. Donc, vous pouvez simuler ça à l'intérieur. Et nous, on a la version 4 cylindres, 2,3 litres EcoBoost. Donc, techniquement, la moins puissante. Mais c'est quand même 315 chevaux, il faut le dire, ce qui n'est pas rien. Évidemment, la nôtre est un petit peu différente parce qu'on a en plus l'ensemble de performance, donc qui ajoute des éléments d'aérodynamisme et de mécanique. Mais quand même, à 315 chevaux, là, je peux vous dire, ça déménage en masse. Et comme les cabriolets, bien, cheveuse au vent, 315 chevaux, on finit comme Jacques. C'est en plein ça. Mais l'une des dernières cabriolets à prix, si on veut, quand même assez raisonnable, ça, c'est le fun que Ford ait conservé cette version-là parce que c'est une 4 places, une voiture de promenade qui a fière allure. Alors, on peut quand même l'utiliser à bon escient, cette nouvelle Mustang. On aurait aimé qu'elle aille un peu plus loin. On aurait aimé du 4 roues motrices, on aurait aimé de la performance, on aurait aimé du changement. On pensait même, à un moment donné, il y avait des rumeurs avec moteur central. Mais comme la Camaro s'en va, je pense que Ford a pris une bonne décision de garder une valeur sûre avec son style qu'elle a présentement. Bien, ils ont tous eu les designs que tu disais, là, Daniel, tout à l'heure. Ils ont essayé ça avec des moteurs centrales. Ils en ont dessiné. Ils ont dessiné avec des 4 roues motrices, tout ça, mais je pense que ça a été beaucoup plus pour se faire plaisir ou démontrer qu'est-ce que Ford pouvait faire au niveau design. Je trouvais ça drôle quand Marc parlait tout à l'heure au niveau performance, etc. Tu sais, 315 chevaux pour le véhicule qu'on a ici avec un 4 cylindres. Moi, j'ai eu une des premières Mustang qui avait sorti. Je me souviens à l'époque, à Granby, j'avais acheté une Mustang noire. C'était la coupée à l'époque. Il n'y avait pas de cabriolet. Il y avait un 6 en ligne là-dedans. Je sais pas si ça donnait 100 force pour le moteur, cette affaire-là. On va dire que ça avait juste grondé un peu. C'était pas énervant. Mais par la suite, j'avais eu la chance de...
C'est-à-dire que j'ai trouvé avant cette voiture-là et j'ai acheté celle Paolo Noël. Il avait sorti les fastback. Il avait sorti le 289, 225 Paolo Noël. Puis il venait chez nous pour faire entretenir son Beetle. Puis il venait avec son Mustang pour venir chercher le Beetle de temps à autre. Et finalement, j'ai réussi à avoir son Mustang parce que c'était très difficile de trouver des 289, 225 Mustang. Puis, tu sais, quand tu pars d'un 6 cylindres en ligne, tu tombais dans le V6 qu'il y avait là, on était bien équipés. C'était déjà un petit V8, on était bien excités. En tout cas, moi, je l'étais. On l'a eu de ça. Puis, et pas longtemps après, ils sortent un convertible comme ça. Et Lalonde à Montréal, qui était un concessionnaire Lincoln Mercury, le fils de M. Lalonde, avait acheté une belle bleue de l'intérieur. Blanc, 2,89, 2,71. Là, c'était à la fin du monde, ça. J'avais réussi à trouver cette voiture-là. Tout ça pour dire que moi, Mustang, ben, c'est parti au tout début, quand les muscle cars sont arrivés sur le marché. Pour moi, j'ai embarqué là-dedans au tout début. Et on a brûlé du rubber, je peux te dire ça. On a brûlé beaucoup de caoutchouc, parce que c'était à peu près tout ce que ça faisait de bien à cette époque-là. Il faut dire c'était en ligne droite. Là. Ça prenait pas une courbe, ce véhicule-là. Ben, c'est ça. On était dans une époque là, où il y avait de la grosse voiture, où c'était toutes des propulsions. Et il y avait des véhicules aussi avec des moteurs performants dans les voitures de GM, dans fabriquait des capables aussi, et de même pour les Chrysler, tout ça. Alors, tout ça pour dire que c'est un véhicule qui est fabriqué à Flat Rock, au Michigan. Ça vient des États-Unis, c'est une vraie américaine, celle-ci. C'est pas un hybride qui a été dessiné dans un pays et fini de construire dans un autre, mais qui est fabriqué en coupé ou en convertible, comme on a ici. Et il y a quelques moteurs, parce qu'on a le moteur 4 cylindres qu'on a ici. On a aussi encore du V8 5 litres qui est performant. Ils ont un 5 litres, une marque qui est un haut de gamme. Comment ça s'appelle? Le Black. C'est dans la Dark Horse, qui est la version, c'est le plus puissant des moteurs V8 atmosphériques que Ford a fait. Oui. C'est à peu près 500 chevaux, mais c'est strictement dans un modèle qui est le Dark Horse, nouveau pour 2024. Absolument, absolument. Ça, c'est intéressant. Moi, ce que j'aime sur le Mustang, c'est qu'ils ont une bonne boîte automatique 10 vitesses. C'est pas à peu près. Là, on pourrait en enlever 2, 3, ça pourrait faire pareil, mais il y a une 10 vitesses. La boîte manuelle existe seulement sur le modèle, pas le modèle de base, on l'a sur, je l'échappe dans le moment. La GT. Oui, c'est ça. Mais alors, tout ça. L'intérieur est intéressant. Le siège est bon. À ma grande surprise, le siège est bon. Au niveau du tableau de bord, je ne suis pas plus excité que ça dans un véhicule semblable, un point d'écart, de dire qu'on a avec une grande écran. Mais on est en 2024, on y va parce qu'on en met des écrans. Mais c'est curieux, parce que quand je regarde, on a eu l'autre fois la Mercedes ici, et déjà, eux autres ont enlevé les grands écrans qu'il y avait, et ils reviennent avec des plus petits écrans. Alors, si Mustang se décide, bien, on le prendra à ce moment-là. Il y a un coffre qui est petit, 292 litres. Alors, quand tu pars en voyage avec ça, il ne faut pas que tu ailles trop loin ou tu t'achètes de la guenille en chemin, en quelque part, en roulant. Et le son, au niveau du système de son, il y a un bouton qui nous permet de pouvoir changer le son. Parce que les gens, surtout, qui ont acheté du Mustang, aimaient beaucoup entendre le bruit. Et quand tu es arrêté sur un feu rouge à Québec ou ailleurs, et que tu as un V8 Mustang à côté de toi, tu l'entends, même si les fenêtres sont levées, parce que c'est un V8 qui a été développé pour que les gens aient le plaisir d'entendre qu'est-ce qui se passe là. Ouais, aujourd'hui, par contre, la Mustang a aussi un mode Mes voisins m'aiment plus. C'est-à-dire que c'est vraiment un mode voisinage où ça réduit effectivement la sonorité de façon très, très marquée. Donc, quand tu pars à 5 h du matin, à mettre dans le cours, c'est moins dérangeant pour tout le monde, mais tu peux quand même te contenter par la suite pour le changer sur la route, tout simplement. C'est ça. Alors, c'est un véhicule qui est fait pour être conduit. C'est une voiture de plaisir, parce que c'est une voiture qu'on ne conduit pas 12 mois par année. De ceux qui conduisent ça 12 mois par année, là, ben, ils aiment ça se faire geler différemment, parce que le toit de ça n'est pas vraiment isolé comparativement à ce qu'on a eu sur des voitures importées de l'Allemagne, par exemple, qui, eux, avaient des toits vraiment bien isolés et qu'on pouvait rouler facilement 12 mois par année. Belle voiture, agréable à conduire, prix assez raisonnable.
C'est sûr que celle qu'on a, comme je l'ai dit, celle qu'on a en studio compte l'ensemble performance et un certain nombre d'options. Donc, elle vaut à peu près 64 000 $. Prix de base est à peu près à 47 000 $ pour la cabriolet, à peu près à 40 000 $ pour la version coupée, toujours avec le moteur 4 cylindres. Bien sûr, on l'a dit, il y a des tonnes de versions en montant, incluant la Dark Horse, incluant au fil des années, il y a eu les Shelby, les GT500 et autrement. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on a beaucoup adouci. Tout ce que Jacques racontait, c'était le fun dans les années 60-70. Aujourd'hui, on est dans une berline qui est capable d'être une grande routière, même si effectivement, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et les sièges arrière, bien, disons qu'il faut peut-être en vouloir un peu aux passagers pour leur faire des longues randonnées assis en arrière. Un dépanneur, des sièges arrière. Mais c'est une voiture qui a sa place dans le marché avec ce rapport qualité-prix-là. Il n'y en a plus. Des cabriolets, là, ça existe à peu près plus dans le marché. Donc, Ford persiste et signe dans ce segment-là. Bravo à eux. On continue. On offre une formule gagnante. On reste proche de notre formule gagnante. Je pense qu'aux États-Unis, elle a encore énormément la cote, cette voiture-là. Partout. Et avec la disparition de la Camaro, ça fait en sorte qu'elle est la seule. Mais partout, écoute, c'est une vraie communauté, les gens de Mustang. Ouais. On l'a vu avec le record du monde. Mais juste en m'en venant ici aujourd'hui, moi, j'en ai croisé je ne sais pas combien sur la route et tous m'ont levé le pouce. C'est vraiment une communauté, c'est particulier. Puis bon, il ne faudrait pas en faire des 4 roues motrices autrement parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on utilise le nom Mustang ailleurs. On nommera personne. Mais alors, il ne faudrait pas dénaturer ça et conserver cette philosophie-là. Je pense que c'est une bonne idée de Mais faire. ma grande surprise, c'est lorsqu'on a parlé du record Guinness et que le record actuellement il est détenu par la Belgique, Oui. qu'il y ait autant de véhicules dans d'autres pays au travers le monde que qu'est-ce qu'on a ici, nous autres, au Canada puis au Québec. Alors, j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller, mais jusqu'où Ford va se décider d'étirer l'élastique de ce véhicule-là. Mais c'est drôlement intéressant. Bien là, on sait qu'il y a encore au moins 2 autres années avec cette version-là. Et après ça, on devrait vraiment avoir une nouvelle génération. Et là, cette nouvelle génération-là, on va voir qu'est-ce qu'ils vont décider de faire. Je pense qu'on ne peut pas s'éloigner de ce modèle-là qu'on a Mais présenté. pour 2025, ils vont sortir une édition spéciale de 1964 véhicules qui vont être construits. Ceux-là, je pense qu'ils vont mettre le prix au bout. C'est l'édition 60e anniversaire. Là, j'espère en fait, qu'on ne tombera pas dans le panneau de Stellantis comme ils ont fait avec la Charger. Là. Les dernières éditions, là, il y en a une puis un autre. Ils les ont étirés. Mais là, on n'a pas annoncé la fin de la Mustang. Alors ça, c'est déjà Bon signe. un très bon signe. Merci, messieurs. Merci. Alors voilà, on s'arrête à virage et on vous revient. Restez avec nous. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Nous sommes de retour et c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors Marc, on commence avec quelle nouvelle? On commence avec Ford, en fait, qu'on va surveiller un peu parce qu'on sait du côté des véhicules électriques, ça ne va pas super bien. Ford a annoncé la semaine dernière qu'ils reportaient l'usine de Oakville à 2027, mais là, ils ont décidé de reporter aussi, sans de fournir de date, l'usine des cathodes qui est prévue à Bécancour. C'est pas une surprise. Si on ne fait pas les véhicules à Oakville, on n'a pas besoin des batteries avec encore, là, ça ne surprendra pas personne. Mais c'est arrivé en même temps que le dépôt des résultats financiers de Ford. Et ça, c'est plus problématique. Parce que la division électrique, qu'on appelle la modèle E du côté de chez Ford, a perdu dans le premier trimestre 1,3 milliard de dollars. Ce que ça veut dire, tiens-toi bien, c'est qu'ils ont vendu 10 000 véhicules, donc 130 000 de pertes par véhicule vendu. Ça inclut la recherche et le développement. Je suis d'accord, c'est une passe On peut comptable. faire dire là. ce qu'on veut aux chiffres, là, mais ça reste quand même qu'on comprend pourquoi on retarde à peu près tout. Et ils disent qu'ils vont avoir une perte de 5,3 milliards cette année. C'est énorme. Pour cette division-là. Pour cette division-là. Évidemment, le reste, on se rattrape un peu sur les F-150. Soyons honnêtes. Vite, disons que Fisker n'est pas mieux. Ils ont envoyé une note à leurs employés en disant, à compter du 28 juin, si tout va bien, vous allez perdre vos jobs, à moins qu'on trouve quelqu'un pour nous aider. Ils ne trouveront pas personne. Ils ne trouveront pas personne. Donc, évidemment, c'est pas une très bonne nouvelle. Il y a quand même eu de bonnes nouvelles au cours des derniers jours, notamment le salon de Beijing en Chine, qui amène toujours des nouveautés, malheureusement, qu'on ne verra pas chez nous, du moins pas dans leur forme, mais il y en a certaines que je voulais te montrer parce que je trouvais ça intéressant, dont la BZ3X et la BZ3C, 2 véhicules électriques
que Toyota a présenté. On n'a pas toutes les données, évidemment, au niveau là, des moteurs et tout ce qui va. De toute façon, ce qui est en Chine ne s'appliquera pas nécessairement chez nous. Mais ce sont des véhicules vraiment de format particulier, un peu plus petit que la BZ4X. La BZ3X... BZ3X, c'est un véhicule de production qui n'a aucune raison qu'il ne vienne pas en Amérique du Nord. Là. Non, je suis d'accord avec toi. Comme la BZ3C, c'est en fait l'équivalent de la Crown Signia, mais un peu plus petite en version électrique. Donc, on est vraiment dans deux véhicules qui sont proches de la réalité, que moi, j'ai trouvé magnifique, mais pour le moment, toujours pas de nouvelles, évidemment, si ça va venir ou pas. La déception que, pour le moment, on n'a pas annoncée chez nous, c'est la Mazda EZ6. Mais ça, la déception. Je le trouve super beau, ce véhicule. Justement, c'est parce qu'il est beau qu'on aimerait ça l'avoir puis qu'on ne l'aura pas. C'est ça le problème. Écoute, bien sûr, électrification, recharge, hybride rechargeable, on a toutes différentes modalités. Ce qui est surtout particulier, cependant, il faut le savoir, c'est que c'est pas vraiment une Mazda. C'est fait par une compagnie chinoise qui s'appelle... m'a dit Changan Automobile, OK, parce que le reste... c'est pas important. C'est pas vraiment grave. Mais ça ressemble effectivement à une voiture qui est déjà vendue là-bas. Donc, ça pourrait être la relève de la Mazda 6 en version électrifiée. Ce que moi, je retiens, ce qu'il faut retenir de cette voiture-là, c'est le design. Oui, je pense que c'est ça, effectivement. Le design pour la portion avant, le design à l'intérieur pour les prochaines générations de véhicules qui vont arriver, parce que la... CX-70 est le dernier véhicule de la 8e génération de Mazda. La 9e, va être la Mazda 3 qui va arriver. Puis qui, d'après moi, on va aller dans ces eaux-là au niveau du design. C'est prometteur. Effectivement. Deux autres petites rapides. Oui. La G80 Magna. Tu te rappelles qu'on a parlé de Magna, qui est la division de performance chez Genesis. On a présenté la G80. Et chez Nissan, on a volé le show avec 4 concepts. Le Era, le Evo, le Epoch et le Epic. En fait, ce sont des hybrides rechargeables ou totalement électriques. VUS électrique, un format, un design, un style très particulier du côté de chez Nissan. On sait qu'on aime beaucoup jouer avec le design. Donc, c'est pas mal ce que ça nous a présenté. Bien, faut regarder le design. C'est ça qui est important chez Nissan. Et la nouvelle importante, c'est les hybrides branchables. C'est ça. Donc, on s'en vient avec le hybride branchable. Puis, on avait dit qu'on s'en allait 100 électrique il n'y a quand même pas tellement longtemps. Et là, bang, on revient avec des hybrides branchables. De la nouvelle direction de l'industrie automobile. Mais seront-ils disponibles chez nous? C'est toujours la grande question. Toujours la grande question, mais on va y répondre un jour. Mais pas tout de suite. Merci, Marc. Salut. Alors voilà, on s'arrête à virage et on se déplace immédiatement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Restez là. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Ce segment d'émission vous est présenté par Napa Autopro et Desharnais Pneus et Mécaniques. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, Danny, pour cette première chronique mécanique, évidemment, avec le printemps qui arrive, il faut parler des conseils d'usage. Qu'est-ce qu'on fait sur notre voiture pour qu'elle soit prête pour l'été qui s'en vient? Effectivement, autre que le changement de pneus, on est en plein dedans présentement. Inspection de base, l'inspection qui vient régulièrement avec le changement d'huile. On est en mesure de faire une inspection quand même assez générale du véhicule pour s'assurer qu'on n'a pas de problématique. Aussi simple que vérifier la batterie, aussi simple que vérifier, exemple, les liquides. Est-ce que les liquides sont en bonne condition? Parce qu'on le sait très clairement que de faire un changement de liquide en prévention va souvent nous enlever des coûts au lieu de remplacer des pièces ou d'avoir des coûts beaucoup plus gros. Absolument, parce qu'il faut vraiment faire le tour du véhicule pour s'assurer que tout est en place. Le changement d'huile, évidemment, là, c'est pas mal la base qu'il faut faire ou qu'il faut vérifier. Oui, puis on va prendre le temps d'en parler dans l'autre chronique. On va parler de l'huile plus en détail parce qu'il y a beaucoup de petites particularités qui sont importantes à savoir. Puis le fait de faire affaire avec un spécialiste comme Desharnais, bien, ça nous permet de, premièrement, d'utiliser le bon grade, d'utiliser les bons outils. On en parlera un peu plus en détail. Y a-tu des choses, Danny, justement, les gens, là, au printemps arrivent, on veut sauver, qu'est-ce qu'on peut faire minimalement sur notre véhicule? Tu as des trucs pour nous autres? Effectivement, il y a 5... j'ai sorti les 5 points où les gens souvent vont dire
non, je ne pense pas que j'ai besoin de ça ou c'est pas nécessaire, mais qui peut vraiment apporter des économies aux clients. Un des principaux problèmes qu'on va voir, c'est l'alignement. Les gens vont acheter un set de pneus neufs ou vont venir de poser leurs pneus qui sont encore en très bon état. On va leur suggérer de faire un alignement parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une usure inégale sur le pneu d'hiver. Ah non, mon véhicule est neuf, ouais, pas beaucoup de kilométrage, on va attendre. On le sait que de plus en plus, les véhicules vont rouler avec des profils plus bas. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si la géométrie n'est pas parfaite du véhicule, ça va directement se répercuter sur les pneus. Les pneus, puis ça use vite. L'alignement qui n'est pas correct, là, c'est étonnant comment les pneus... tu n'as pas besoin de faire beaucoup de kilométrage pour qu'ils usent vraiment mal. Bien, première chose. Deuxième chose, consommation d'essence qui va être un peu plus grande. Un pneu qui va être beaucoup plus bruyant. Un pneu qui n'use pas également va devenir très bruyant. Ça, c'est un des conseils souvent que les gens disent « Oh, non, je vais passer mon tour ». Exemple, quand on va parler d'un nettoyage de frein ou de faire juste de prendre le système de freinage puis le remettre pratiquement à neuf, les gens aussi vont dire « Non, non, j'ai fait changer mes freins l'année passée ». Mais un étrier qui commence à coller, qui est une pièce majeure du système de freinage, va faire en sorte que quand les gens vont venir nous voir, vont dire « Là, j'ai du bruit sur mes freins, mais là, on n'est plus capable de faire un entretien de frein. » Là, ça prend un système de freinage, des plaquettes, des disques. Quand on parle d'économie d'argent, de faire un bon entretien de frein une fois par année va permettre de sauver des frais qui sont beaucoup plus élevés. Si vous avez une voiture électrique, c'est encore plus important. Effectivement, parce que malheureusement, on sollicite à peu près pas les freins. Ça, c'est une chose qu'on dit régulièrement à notre clientèle de véhicules électriques qui est de plus en plus grande, de dire « Faites-nous une journée freinage ». Enlevez le freinage qui se fait automatiquement avec le véhicule, puis utilisez vos freins. Ça va permettre de prolonger la durée de vie des freins. Ça fait drôle à dire, mais utilise-la plus, utilise-la un peu plus pour justement pour qu'ils usent moins. Meilleure durée de vie. Exactement. L'autre chose qu'on voit beaucoup, on est une place de pare-brise aussi chez Desharnais. Oui, on fait de la mécanique générale, mais on a aussi un vitrier qui fait des pare-brises. On va voir un éclat dans le pare-brise, on va le suggérer au client. Réparez votre éclat. Souvent, les gens vont dire « Ah, elle ne me dérange pas, elle n'est pas dans mon champ de vision. » Un éclat qui va se retrouver du côté passager va rapidement, va prendre de l'expansion, va craquer, puis là, va devenir beaucoup plus dangereux. Ça, c'est une autre chose. Économie d'argent, une réparation en bas de 100 $. Maintenant, avec les pare-brises intelligents, avec l'aide à la conduite, ces choses-là, c'est pas rare qu'on va changer un pare-brise, ça va coûter 12, 13, 1400 $. Un autre bon point pour économiser de l'argent. Faites-le inspecter, le pare-brise, parce que moi, j'ai eu personnellement une roche, un impact. J'ai jamais vu où était l'impact. Après ça, je me suis ramassé qu'une craque dans le pare-brise. Et après ça, j'ai vu qu'il y avait eu l'impact dans le haut du pare-brise. Et une réparation aurait évité cette craque-là. Oui, puis sincèrement, on est rendu avec l'équipement vraiment à la fine pointe de la technologie, des réparations. Souvent, on disait aux gens, là, on fait une réparation, mais on ne peut pas se porter garant de rien. C'est possible que votre pare-brise craque. Je te dirais, Daniel, qu'avec le nouvel équipement qu'on a présentement sur place, c'est très, très rare que ça se produise. À un très haut pourcentage, on répare. Ça fait des réparations qui sont très professionnelles et, encore une fois, économie d'argent. Dernier point que je dirais, c'est les filtres. Les filtres à air, filtres à habitacle. Filtre à l'huile, ça va de soi. On le change quand on change l'huile. Mais souvent, on va dire aux gens, votre filtre à air est bouché. Filtre à air, c'est directement relié consommation d'essence, performance du véhicule. Donc, encore une fois, on parle d'économie. Un filtre à air qui va nous coûter entre 20 à 40 $ va nous permettre d'en sauver plus au fil pour le futur. Filtre à habitacle, on ne sauve pas beaucoup d'argent. Par contre, pour notre santé, parce que c'est exactement l'air qu'on respire dans notre habitacle. Oui, ici, il y a souvent un nom. Hein? Non, le filtre d'habitacle, c'est beau, c'est beau. Oui, effectivement. On a l'impression que ça devient pas sale, mais c'est impressionnant. Oui. Puis en toute sincérité, depuis qu'on fait les inspections à la tablette, qu'on est capable de montrer des photos aux clients, qu'on est capable d'arriver avec un rapport exhaustif, en détaillé, autant écrit que photo, je te dirais que les gens sont beaucoup plus réceptifs à ces changements-là. Mais quand on parle au garage, ça nous coûte tout le temps de l'argent. La réponse, c'est vrai, mais vous pouvez faire en sorte que ça vous en coûte moins d'argent puis d'en sauver de l'argent pour le futur. Absolument. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Daniel.
Nous sommes présentement chez Automode et je suis en compagnie de Charles Trudel. Salut Charles. Bonjour Daniel. Ça va bien? Oui, toi? Alors aujourd'hui, on va parler de quelques sujets. On va parler de support à vélo, on va parler d'attache remorque également. Beaucoup de choses à jaser dans ces deux sujets-là. Mais on va commencer avec les supports à vélo parce qu'au cours des dernières années, ça a énormément évolué. Alors, il faut bien les magasiner, ces supports à vélo. Exact. Les besoins des gens ont beaucoup changé aussi. Les vélos électriques prennent beaucoup de place. De plus en plus, les gens ont des vélos électriques ou même ce qui est fat bike, vélo de montagne. Ça prend les bons supports pour supporter ça. Ce qui amène, c'est qu'ils sont plus lourds. C'est ça qui change un peu la donne? Oui, un vélo électrique, on parle d'environ 50-60 livres par vélo, plus le poids du rack lui-même. Donc, ça prend le bon attache-remorque sur le bon véhicule. C'est pas n'importe qui peut traîner ça. C'est pour ça que ces supports-là, c'est bien important de prendre un de qualité. Il faut qu'il soit fait solide. Bien, exact. Parce qu'un vélo comme ça, on parle d'un investissement entre 2 et 5 000 des fois même jusqu'à 10 000 pour un vélo. Donc, moi, je pense d'investir pour un bon rack, être sûr de ne pas le perdre dans le chemin puis de ne pas créer d'accident. Exactement. Et là, ce qui a changé, ce qui a évolué, c'est les accessoires qui viennent avec ce support-là. Donc, où on n'a plus vraiment besoin. Donc, je dirais qu'on n'a plus besoin de prendre le vélo, il peut embarquer tout seul. Donc, il y a plusieurs fonctions qui viennent avec ces nouveaux supports. Exact. Mais premièrement, il faut prendre en considération le poids du vélo, le poids du rack, s'assurer que le véhicule est capable de le prendre. Par la suite, on a des modèles de rack d'anti-houlé. Ce qui est le fun, on a une petite rampe qui nous aide à monter le vélo sur le rack. On force moins, comme tu dis, on se fait pas mal au dos. La clientèle qui ont des vélos électriques, c'est sûr, c'est plus des gens peut-être un peu plus âgés qui veulent pas mettre le vélo sur le toit ou des choses comme ça. Donc, anti-houlé ont vraiment bien pensé le rack, puis c'est que ça qu'on vend, puis on a beaucoup de demandes. Bon, ce qui veut dire des vélos plus lourds, des vélos avec la nouvelle technologie, ça coûte cher. Donc, ça prend aussi des supports qui sont sécuritaires, verrouillables et tout. Exact. Ça vient avec les verrous. Le support vélo se verrouille dans l'attache-remorque, les vélos se verrouillent sur le rack. Parce que même voler le rack lui-même, ça vaut environ 1 000 le rack comme ça. Fait que c'est important qu'il soit bien verrouillé. Puis, comme je te dis, on a beaucoup de demandes pour ça. Puis, c'est important aussi, on voit les attaches-remorques derrière nous. Bien, c'est ça. Lui, il est attaché après un attache-remorque. Dans un monde idéal, on y va avec un attelage de 2 pouces pour des vélos électriques. Quand c'est pas possible, il y a le modèle qui se fait à 1,25 pouces aussi. Le rack s'adapte. Par contre, c'est vérifier l'application du véhicule, l'attache-remorque. Parce que toi, tu as besoin de poser des questions, savoir exactement combien de vélos vous avez en arrière, le poids, et évaluer le poids pour mettre la tâche qui convient. C'est ça, parce qu'on calcule vite fait, là, 2 vélos, 60 livres chacun, plus le rack, environ 30-40 livres. De base, c'est 200 livres là, sur le timon qu'un véhicule de base peut prendre. Donc, on essaie de prendre tout ça en considération pour bien conseiller le client. Et si on s'en va justement dans ces attaches remorques, lorsque, dépendamment de qu'est-ce qu'on fait avec notre véhicule, qu'est-ce qu'on remorque, il y a différents attelages, puis il faut choisir le bon aussi. Oui, exact. Premièrement, chaque véhicule a son propre attache-remorque. On a des numéros de pièces différents pour chaque manufacturier, chaque véhicule. C'est fait sur mesure. Il faut qu'on soit bien ancré sur le véhicule au bon endroit. Parce que ça peut remorquer de 2 à 10 000 livres derrière le véhicule. Par la suite, on ne conseille pas aux gens nécessairement de les transférer d'un véhicule à un autre. Un coup qui est installé, on le laisse là. Avec les années, la gadoue, la sludge qu'on a, les bottes, ça se dévisse pas. Donc, le véhicule garde son attache-remorque. On a un nouveau véhicule, on repart avec un nouveau. D'autant plus l'importance de bien évaluer ses besoins et du poids qui va être à l'arrière du véhicule. Ça, exact. Puis les manufacturiers d'attache-remorque prennent en ligne de compte les véhicules, le poids qu'ils peuvent remorquer, puis fabriquent un attache-remorque qui est capable de remorquer au moins ce poids-là, sinon plus. Donc, il faut venir vous voir, poser les bonnes questions pour avoir la bonne attache-remorque. C'est très important, c'est au niveau sécuritaire. Avec ça, vient aussi les connexions. Oui. Et là, ça, vous êtes spécialisé avec les démarres à distance et tout. Vous êtes habitué de jouer dans le filage. On a les bons techniciens pour ça. Que ce soit juste un petit 4 brins pour une remorque standard ou la plug ronde qu'on appelle le 7 brins s'il y a des freins électriques ou une batterie à recharger sur la roulotte, entre roulotte. Par rapport aux besoins des gens, on est là pour les conseiller, puis on a tout ce qu'il faut en magasin pour ça. Avec l'arrivée du printemps, puis c'est un peu en lien avec les attaches remorques, la remorque même. Là, on sort la remorque du banc de neige, puis on part avec, mais c'est bien important de l'inspecter, puis vous faites ça ici. Bien oui, en tout temps, mais surtout le printemps, des fois, elle a passé l'hiver dans le banc de neige. Nous, on recommande aux gens, amenez-nous-la, laissez-nous-la une journée ou deux. On fait une petite inspection sommaire, donc on regarde les pneus, les roulements, les lumières, la couette. Des fois, ça peut éviter une bad luck lors de vacances ou lors d'une sortie avec la remorque.
Absolument. Surtout les roulements de roues. Ça, c'est bien important, sans rouiller pendant l'hiver. Puis lorsqu'on passe, pas le temps d'avoir une panne avec le véhicule. Puis moi, j'en vois souvent là, sur la route. C'est tout le temps quand sur c'est pas le temps. Les pneus qui sont mal gonflés parce qu'on a sorti. Exact. Ils ont de l'air beau, mais il faut avoir les bonnes pressions d'air. Et la qualité des pneus, vous vérifiez ça aussi. Oui, Pour l'usure, pas qu'il y ait la de pression, crevaison. la qualité, c'est primordial. Il y a plein d'autres choses que vous faites ici chez Automode, plein d'autres produits et services par le monde. Oui, exact. À première vue, les pare-brises, c'est la raison pour qu'on est le plus connu. Réparation, remplacement, maintenant calibration des pare-brises. On vend tout ce qui est accessoires de camion, accessoires d'auto, que ce soit des couvre-caisses, back-rack, tapis sur mesure. Très gros éventail de produits. On est là pour servir nos gens. Charles Trudel, merci beaucoup d'être passé à Virage. Ça fait plaisir, Daniel. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Automode Vitres et Accessoires, votre réseau québécois spécialiste en remplacement de verres automobiles. Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes présentement chez Silverwax. Je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut Richard. Salut Daniel. Ça va bien? Très bien. Alors Richard, aujourd'hui, tu nous as emmené plein de produits, mais des produits de protection lorsqu'on veut vraiment protéger notre carrosserie. Oui, exactement. Tu sais, à un moment donné, on va démystifier un petit peu aujourd'hui la protection, laquelle qu'on met. Elles sont toutes bonnes à mettre. Par contre, ils ont des avantages l'une sur l'autre. Fait qu'à ce moment-là, Laquelle on met de la protection moins longue jusqu'à la plus longue ou vice-versa? Oui, ou la plus facile à la plus dure à appliquer. Là, tu sais, on pourrait aller dans les deux sens. On va commencer avec la protection maximum. La protection maximum, ça demeurera toujours les céramiques coating. Présentement, on sait les céramiques coating depuis 5, 6, 7 ans. C'est à la mode, mais c'est la meilleure protection. Si on a une voiture neuve, c'est ce que je recommande, que ce soit Nano X5 ou que ce soit Nano One. C'est exactement le même type de produit. Nano One, c'est une protection pour 2 ans et Nano X5, c'est une protection pour 5 ans. Bon, dans les faits, cette protection-là, c'est quoi exactement qu'on applique sur notre véhicule? OK, ça, c'est une bonne question parce que le Nano X5, en réalité, c'est de la vitre. Ça paraît bizarre à dire, c'est de la vitre liquide, c'est un silice. C'est comme de l'eau. On l'applique, c'est comme de l'eau. Et puis, quand elle sèche, elle durcit et elle se transforme en vitre. Fait que ça, cette protection-là, c'est elle qui va faire perler l'eau, qui va faire briller la voiture et qui va la protéger pour longtemps. Bon, parle-moi maintenant de l'application. Comment on l'applique exactement, puis sur quoi on l'applique? Parce qu'il y a différentes textures, différents matériaux utilisés sur les véhicules aujourd'hui. Il y a même des pare-pierres, les phares. On l'applique comment et sur quoi? C'est l'avantage des deux produits chez Silverwax. Nos deux céramiques coating peuvent s'appliquer, bien entendu, sur la peinture. Ça peut s'appliquer sur le pare-pierre. On a des plastiques, on peut les mettre sur les lumières. Puis même, moi, j'en ai mis sur mes jantes de mon véhicule. Fait que le céramique, la seule place qu'on n'en met pas, c'est au niveau des vitres. Puis les pneus, bien entendu, c'est tout. C'est de la vitre, mais on n'en met pas sur la vitre. Non, exactement, ça ne donnera rien. Il y a d'autres types de produits plus efficaces pour ça. Mais tu peux le mettre partout et c'est très facile à appliquer, Daniel. Souvent, le monde a peur. Il faut que ta voiture soit dans des conditions parfaites. Il faut qu'elle soit nettoyée. Et tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on prend un petit préparateur de surface. Ça, c'est le produit avec le linge gris. Et on l'étend, on le passe partout sur la voiture pour enlever les corps gras, pour que le produit adhère. Simple comme ça. Et après, on prend la petite éponge. On en met une lisière et on fait environ 2 pieds carrés, tout simplement, dans les deux sens. Ça veut dire de gauche à droite et de haut en bas. Et on le laisse sécher 1 minute et demie, et on l'essuie. C'est tout ce qu'on a à faire. Les gens vont dire avec une bouteille comme ça, t'en fais pas bien. Ah, ben, tu sais, tu vois la grosseur, hein? C'est 30 millilitres, puis tu fais, mettons, une intermédiaire complètement à grandeur avec ça. Puis il en reste une petite affaire. Mais c'est facile. Il faut, bien entendu, être dans un endroit bien éclairé. Il faut bien l'appliquer et bien l'essuyer. Si on suit les instructions, de toute façon, il y a un petit livret qui arrive avec, et puis les instructions sont dedans. Il y a des vidéos sur les réseaux sociaux, comment le poser aussi. Fait que c'est très facile de poser du Nano X5 ou Nano One. C'est la protection ultime qu'on peut placer sur notre véhicule. Si on ne veut pas aller jusque-là, tu en as d'autres protections pour Oui. Admettons qu'on a un véhicule, c'est pas une voiture neuve, puis on veut le protéger. Bien, à ce moment-là, on a un scellant peinture céramique qui contient aussi du céramique, mais c'est une protection d'1 an, qui est très, très standard. C'est une crème.
On met une petite couche mince, on la laisse sécher 15-20 minutes, puis on l'essuie avec plusieurs microfibres. Puis c'est tout ce qu'on a à faire. Ça, c'est le produit que je recommande. Quelqu'un qui commence à avoir des cheveux d'ange ou que sa voiture a quelques années, c'est le produit idéal. Oui, après quelques semaines, on met un effet Lotus par-dessus, puis le véhicule. Ah bien là, tu vas regagner de la brillance, oui, là, tu vas c'est regagner vraiment de la magnifique. protection. C'est génial pour ça. Absolument. Je l'aime bien, celle-là. Ou même la cire rapide par-dessus, celle-là. Après quelques semaines, ça fait un très bon travail. Exact. Haute protection? Oui, on a Effet Lotus. Effet Lotus, on peut l'utiliser pour deux choses. On peut l'utiliser en complément avec les céramiques coating. À tous les 8 mois, on met une petite couche mince. Puis on va garder l'effet perlage pour des années, plus que 5 ans, puis plus que 2 ans dans le cas de Nano One. Fait qu'Effet Lotus, ceux qui veulent poser un céramique coating facile, tu le vaporises, tu l'étends, puis tu l'essuies. C'est tout ce que tu as à faire. Simple de même, une petite couche mince, et c'est 8 mois de protection. OK. Et l'autre produit, c'est rapide. ouais. C'est rapide. La grosse avantage de ce produit-là, premièrement, on a 6 mois de protection. On peut l'appliquer au soleil. On peut l'appliquer aussi partout. Ça ne tâche pas. Et il va donner beaucoup de profondeur. Ça paraît bizarre à dire. Vu compte tenu qu'il y a de la cire, on va avoir l'impression que la couche qu'on met est plus épaisse. Il va donner un look très brillant. C'est très facile à appliquer aussi. Oui, puis c'est le produit passe-partout idéal. Là. Tu veux donner une petite brillance, là. Tu veux quelque chose avec une protection, c'est le produit idéal pour ça. Est-ce qu'on peut l'utiliser avec la barre d'argile? Non, on n'utilise pas avec la barre d'argile. La barre d'argile, c'est vraiment un produit spécifique, le lubrifiant pour barre d'argile maintenant, qu'on a fait pour ça. Il y en avait un, Avant, on avait le raviveur de lustre. Raviveur de lustre, ouais, OK. Avant, on avait le raviveur de lustre qui était fait pour ça. Aujourd'hui, j'ai aussi un raviveur de lustre, mais j'ai un raviveur de lustre céramique. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser avec la barre d'argile. C'est qu'en plus d'être un produit pour restaurer le lustre rapidement, facilement, bien, il va donner une protection jusqu'à 3 mois. C'est ça le gros avantage. L'ancien raviveur de lustre, c'est quelques jours. Lui, c'est 3 mois de protection et c'est la brillance en plus. Oui, puis ça, c'est un beau produit aussi qu'on utilise partout. Tu fais le véhicule en très peu de temps. Là. Ça, c'est mon passe-partout. Ça, la minute que je finis ma voiture, j'en mets une petite couche. Mon char, on dirait que je viens de le cirer à grandeur. C'est pas compliqué. Ça marche, puis tu peux l'utiliser partout, d'un vide, sur le plastique, sur n'importe quoi. Mais la base, Richard, là, vraiment, c'est de bien préparer sa voiture pour recevoir la protection. Je pense que c'est là qu'est le secret. Bien, ça, c'est très important. Si on ne décontamine pas son véhicule avant d'appliquer un agent de protection, à ce moment-là, le produit qu'on va poser, peu importe la marque, ne durera pas longtemps parce qu'il y a un effet statique dans la carrosserie qui fait en sorte que le produit ne colle pas bien. Fait que quand on l'a bien décontaminé, on a utilisé un préparateur de surface pour bien nettoyer la surface avant. Et bien assécher le véhicule également. Très important, très important. Puis, si vous travaillez au soleil, n'oubliez pas, ça prend des produits qui s'utilisent au soleil. Effet Lotus, c'est rapide, ou le raviveur de lustre. Les autres, ça se pose pas au soleil. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir. Nous sommes de retour à Virage 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre et de nous poser vos questions et commentaires. Messieurs, on en a quand même plusieurs, alors on va essayer d'y aller assez rapidement, évidemment. Mais un jour, nous aurons plus de temps pour répondre aux questions, c'est promis. Alors, Nissan Frontier 9, j'aime beaucoup le style. Est-ce que c'est l'équivalent d'un Toyota Tacoma? Je voudrais le garder 8 à 10 ans. Je fais attention à mes autos. Non, c'est pas l'équivalent d'un Toyota Tacoma. Le Toyota Tacoma, c'est le numéro 1 dans sa catégorie. C'est pas pour rien. Il est plus robuste. Il est conçu autrement. Par contre, évidemment, le nouveau Tacoma a subi une hausse de prix significative. Oui. C'est considérablement amélioré, mais bon, beaucoup plus cher. Le Frontier n'est pas un camion à problème. C'est un camion, si vous l'entretenez effectivement comme il faut, je pense pas que ça va être un gros souci, mais la réponse, c'est non, définitivement. C'est pas tout à fait à la hauteur du Tacoma. Non, mais l'économie de carburant fait en sorte... Et l'économie à l'achat également, pas en carburant, plutôt à l'achat, va faire en sorte que vous allez être capable de quand même conserver ce véhicule-là. Les moteurs chez Nissan, c'est des bons moteurs. Alors, oui, il y a de l'entretien à mettre sur le véhicule. Des fois, il y a de l'usure un peu plus prématurée de certaines composantes, mais le véhicule va faire 8 à 10 ans sans aucun problème. Bien, sans aucun problème. Il va faire 8 à 10 ans et vous allez pouvoir quand même avoir une bonne valeur de revente à la fin de tout ça. Bien, je pense qu'au niveau... Ils étaient fragiles au niveau de la rouille, ces véhicules-là.
Toyota a eu les mêmes problèmes là, Ouais. une période de temps. Mais s'ils sont bien protégés, entretenus, comme tu dis, la différence de prix entre un Tacoma et un Frontier, moi, je C'est- pense que j'irais vers ça, un Frontier, et je ne serais pas gêné de me promener avec ça. Pas en tout. BMW X1 ou X3 pour 4 ans, je fais 25 000 km par année. Si on sait compter, c'est pour 100 000 km. Un X1 ou un X3, si vous avez les moyens d'aller avec le X3, on y va avec le X3 sans problème. Quoique le nouveau X1, je ne l'ai pas haï. Ouais, mais je peux-tu être plate? Puis moi, je dirais que j'irais vers le X2. Moi, je Il préfère- n'est pas d'un choix, Marc. Non, mais je préfère le X2 aux deux autres choix. Actuellement, ouais. J'aime le look qu'ils lui ont donné, l'allure coupée un peu, le dynamisme de conduite. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le X2. Évidemment, si vous avez les moyens, le X3 va être plus pratique, un peu plus spacieux et tout. Mais en termes de dynamique de conduite, j'ai préféré le X2. Mais je sais, j'ai l'esprit de contradiction, j'y peux rien. Bon, indépendamment, je pourrais dire, de l'âge des acheteurs, là, tu sais, un X1, peut-être, est-ce que tu viens en condo, est-ce que tu as tes espaces de stationnement et tout ça? Ton besoin réel, est-ce qu'il est plus ça? S'il est vraiment vers ça, c'est un achat intéressant, un X1. Bon, oui. Puis, mais vous allez sauver des sous si vous prenez le X1. Ben oui. Fait que, ou le X2. Hein, Marc? Moi, j'aime le X2, j'y peux rien. Je l'ai aimé. Land Rover Defender, probablement un véhicule que Marc aime, il est différent. Un 2022, et 78 000 qu'on demande pour le véhicule, 90 000 km. 90 000 km? Hi. Non, un 90, parce qu'eux autres, un 90, 110. 90, c'est un Deux portes. 90, c'est le plus court, 2 portes. 78 000, ça me semble un peu cher. J'avoue que je n'ai pas vérifié les prix. Tu as raison de dire que j'aime le Defender. C'est un véhicule qui est effectivement là, différent dans sa forme. Il y a eu quelques soucis de fiabilité au cours des derniers mois. C'est à vérifier, mais rien de majeur. Mais c'est une mécanique qui est parfois fragile puis qu'il faut entretenir. Et les coûts d'entretien sur un Land Rover, ça coûte des sous. Alors, soyez avisés. C'est une dépense importante, un Land Rover. J'adore le véhicule, j'adore le modèle, j'adore le style, tout. Temps de possession aussi long que vous allez avoir une garantie sur le véhicule. C'est mon conseil. C'est ça. C'est la première chose à négocier pour acheter un véhicule semblable, la garantie, et après ça, promenez-vous. Exactement ça. On a Pascal qui va avoir un Acura Integra, même s'il est cher, est-ce que ça vaut le prix? Le modèle de base, mais qui n'est pas un modèle de base, par exemple, parce que c'est comme l'équivalent d'une Civic SI, le modèle de base d'un Integra. Alors, 41 000 un véhicule neuf, évidemment. Moi, je le recommande. Oui. Même si c'est un peu cher, Ouais. évidemment, on le recommande. Oui, mais honnêtement, j'ai essayé les deux, la Civic SI puis l'Acura Integra, en dedans de 3 semaines, là, les deux back-à-back. Et j'ai trouvé qu'il y avait, pour le prix, certains équipements qui étaient absents de l'Integra qui me dérangeaient. D'affaires au niveau du système d'infodivertissement, des compatibilités sans fil, des trucs comme ça, qui n'étaient pas là sur le modèle de base, qu'il faut prendre des versions un peu plus élevées. Ça m'a un peu dérangé, alors que la Civic SI l'offrait. Écoutez, c'est pas... Oui, j'ai beaucoup aimé l'Integra, je vous le dis. Je suis quand même un petit peu frileux à son égard à cause du prix que je trouve très élevé. La Civic SI est un bon choix. Oui. Mais c'est ça. L'alternative. C'est ça qui arrive, c'est bien que si. Mais- Personnellement, je ne sais pas, je pense que j'irais peut-être vers l'Integra. J'aime le look de ce véhicule-là, j'aime le modèle. Je sais que c'est un Civic habillé en dimanche. Si je comprends bien, il y a 5-6 000 de différence dans Oui, le prix. c'est ça. Il y a 5-6 000 de différence. Puis, contre la Civic SI, elle ressemble à une Civic ordinaire. On rentre-tu la Jetta GLI dans l'équation? Ça pourrait être une option, effectivement. Jetta GLI pourrait être un bon choix aussi dans ce Un bon coup de cadre-là. volant. Un bon coup de volant. La GLI. Ouais. Monsieur Auger, il a acheté un Hyundai Tucson et c'est en 2022. Il l'a acheté en 2021, mais il reste que... il essaie de calculer ses changements d'huile, puis on lui propose des changements. En 8 700 km, 3 changements d'huile, donc 350 ou environ. Puis là, il dit ça me coûte aussi cher de changement d'huile que de paiement sur mon véhicule. Et c'est de l'huile synthétique. Alors, il trouve ça un peu exagéré. Mais un changement d'huile aux saisons,
c'est pas si mauvais que ça. Ça, c'est correct. Avec une synthétique, on pourrait ultimement, si on ne s'en sert pas, étirer un peu, Ben oui. aller à un changement d'huile par année si on s'en sert pas trop. Pour la majorité des gens. C'est ça. majorité Mais des moi, je pense que ce serait ça. Ce qui fait que oui, 3 changements d'huile, c'est si vous l'avez acheté en 2021, on est en 2024. C'est normal que vous ayez eu 3 changements d'huile parce que c'est un changement d'huile par année. C'est loin d'être excessif. Moi, il me le ferait pas. Moi, il me le ferait pas, je peux te dire ça. non, moi, il me ferait pas. Il me ferait pas avaler 3 changements d'huile parce que l'huile synthétique, c'est de la C'est bonne supposé pas huile, bonne se qualité. Que ce Pas soit trop de les années ou pas. kilométrage. J'ai un Sprinter et c'est les changements d'huile aux 30 000 km. Ouais. Puis, arrange ça comme tu voudras. J'ai un 4 cylindres Sprinter turbo, puis c'est des changements d'huile aux 30 000 km. Ben moi, ils ont de quoi me prouver là en tabarouette. Moi, je trouve qu'il y a de l'exagération là-dessus. Mais de plus en plus. Ouais. De plus en plus. Mais il faut voir. Moi, la première à chose que je 8700 regarderais, km, on y va fort. Ouais, un peu. c'est 8 700. Ah, je pensais que c'était 18 700. Ben non. 8700 Oui, ben km. Ben non. Là, OK. Donc, on change l'huile à peu près aux 2 3 000. 2500. C'est un peu trop, là. 2500. T'as une 3000 limite de kilomètres. vouloir faire fonctionner la shop en arrière, là, tu sais. Moi, ça me dit, va pas t'acheter un produit semblable à ça. Je suis un concessionnaire comme ça, parce que on essaye de Mais vider ça tes revient. Le dernier mot revient au consommateur. Oui. Ah oui. Et si ben on oui. dit non, là, je vais passer mon tour, 3000 km, un changement d'huile, on va attendre encore un petit peu. Et c'est pas vrai que la garantie va tomber là, au bout de, Non, non. de ça. là. Mais non. Au moins, à ce kilométrage-là, il faut au moins faire un changement d'huile par année. Ben oui. Avec le changement De le saison. changement de saison et tout ça, ça serait raisonnable. Ouais. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Ah, merci. Ben Déjà oui. tout? Déjà tout. Alors, voilà, j'espère que vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour un autre virage. Bonne semaine.